1984, soit en pleine ascension artistique, Gerhard Richter met en garde critiques, collectionneurs et historiens d'art. Mes tableaux sont sans objet, ils n'ont ni contenu, ni signification. Son avertissement fait impérieusement écho à celui que Gérard de Nerval adressait à Alexandre Dumas. Mes sonnets ne sont guère plus obscurs que la métaphysique de Hegel ou les mémorables de Swedenborg, et perdraient de leur charme à être expliqués si la chose était possible. L'un et l'autre insistent ainsi sur l'ambiguïté qui est au cœur de leur travail, plastique ou poétique. Mais de même que la persévérance parvient à expliquer les chimères, de même un certain regard permet de tirer un fil dans la création polymorphe du peintre et de saisir la pensée qui la sous-tend. Une pensée obnubilée par le temps en général et par l'histoire, collective ou individuelle en particulier. Rappelons en effet que l'homme a connu bien des vicissitudes. Né à Dresde en 1932, un oncle dans la Wehrmacht et une tante schizophrène exterminés par celui qui allait devenir son beau-père, Gerhard Richter a survécu au nazisme et au bombardement de sa ville natale. Adolescent dans un pays ruiné et divisé, il entre jeune au Parti communiste de la RDA, comme naguère son père avait adhéré au parti nazi. Étudiant aux Beaux-Arts, en pleine vague de réalisme socialiste, il est tenté par l'aventure de l'abstraction et passe à l'Ouest en 61, un an avant la construction du rideau de fer. Enfin, artiste à succès et professeur partagé entre l'Allemagne et l'Amérique, il monte dans un avion en partance pour New York le matin du 11 septembre 2001. Une vie chahutée par le hasard et l'histoire. Ainsi, à chaque étape de son travail, minimaliste, photographique, hyper-réaliste ou abstrait, Richter, qui ne sait rien faire d'autre que peindre, semble se demander que peut l'art par rapport au destin personnel, au totalitarisme, au terrorisme des années de plomb ou de l'après-11 septembre. En attendant la rétrospective parisienne de l'été prochain, voyons donc quelles sont les traductions visuelles de cette quête. À l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne, on découvre qu'elle peut prendre la forme d'un objet surprenant, intitulé Überzeit ou vue d'ensemble. A priori et à distance, l'œuvre est déroutante, bien difficile à identifier. Est-ce un document informatique, une carte de géographie ? De près, on réalise que Richter donne à voir sa version personnelle de l'histoire de l'art. Mais il le fait, on ne peut plus sèchement, au moyen d'un tableau synoptique assisté par ordinateur. Une énumération de peintres, architectes, poètes et musiciens est mise en regard de dates s'égrénant de 1300 à 1950. Son propre nom figure en bonne place, car Richter se sent héritier et redevable de la grande tradition culturelle occidentale. En effet, pour novatrice qu'elle soit, son œuvre s'inscrit dans une impressionnante lignée. Ne peint-il pas une annonciation d'après le Titien, après avoir participé à la Biennale de Venise en 1972 ? N'use-t-il pas du projecteur comme Vermeer usait de la camera oscura pour jouer sur la lumière et donner un teint de porcelaine à ses modèles ? Ne partage-t-il pas avec Philippe de Champaigne un goût pour les vanités minimalistes, simples bougies vacillantes ou crânes génialement renversés ? Avec David Caspar Friedrich pour les personnages vus de dos, avec Monet
pour le jeu des apparences et des reflets, avec Pollock pour le geste aléatoire mais créatif, avec Duchamp ou Warhol pour la photographie. Ainsi, tandis que vidéos et installations occupent progressivement l'espace créatif contemporain, Richter refuse la probable disparition de la peinture et ne cède qu'à son envie de la régénérer en renouvelant les images. Alors il invente la peinture photographique et le flou, qui renouvelle portraits, natures mortes et paysages, et il entame avec le hasard une fructueuse collaboration qui donne les grands formats abstraits si séduisants. Richter n'a de cesse d'enrichir son atlas, imposant recueil de clichés de presse, de famille, d'amateurs, qui constitue non seulement un objet artistique en soi, volontiers exposé, mais aussi une des sources de son travail pictural, car il emprunte à la photographie le noir et blanc, le gros plan et le flou, et il essaie diverses expériences de fusion des deux genres. Tantôt, il peint d'après photo, au moyen d'une image rétro-projetée, qu'il s'agisse des chasseurs et bombardiers de l'Alliance Atlantique, de la fraction Armée Rouge ou bande Abadère, des attentats contre le World Trade Center. Tantôt, il peint comme en photographie en créant l'illusion de la réalité. Par exemple, sa fille Betty, portraiturée de face et en gros plan en 1977. Et tantôt, il peint sur photo, avec l'ambition de créer l'illusion du mouvement. Pour ce faire, il brosse l'image, en floute les contours et semble ne vouloir garder qu'une trace de l'insaisissable réel. Ainsi, un souvenir du visage de Betty au sortir de l'enfance, du corps de Sabine, la troisième épouse, au sortir du bain. Ces techniques, créatrices d'objets hybrides, rendent les images plus agréables à regarder, notamment celles de la guerre et des attentats, souvent insoutenables sous la forme de spectaculaires photos de presse. Mais par-dessus tout, elles montrent combien il est artificieux de chercher à représenter la réalité dans toute sa complexité, et combien il est faux de chercher à comparer un tableau à cette même réalité. Quand on est à ce point conscient des limites de la figuration, on peut, sans se contredire, passer à l'abstraction et chercher à traduire l'invisible. Et cela donne la part sublime de l'œuvre de Richter, faite de textures étonnantes et de couleurs modulées comme jamais. Comment y parvient-il ? Il suffit de le voir à l'œuvre pour comprendre qu'il choisit format, couleur et épaisseur des couches, sens et puissance du geste, puis que le hasard fait le reste. En effet, Richter travaille par strates de couleurs,
primaires et complémentaires, qu'il étale avec différentes spatules, qu'il lisse en tous sens et écrase jusqu'à l'obtention d'une image imprévue, souvent proche d'un miroitement sur l'eau. Cette part abstraite de l'œuvre interroge la nature même de la peinture. Ainsi, à de rares exceptions près, tous les tableaux portent le même titre, Abstracts Built, ou toile abstraite. Et chacun est à lui-même sa propre fin. Artiste inclassable, Gerhard Richter interroge donc simultanément les moments traumatisants de l'histoire et la nature des images susceptibles de restituer ces chocs émotifs. Et il a su créer une ambiguïté visuelle qui représente l'ambiguïté essentielle de toute histoire et de toute autobiographie, l'une comme l'autre, plus subjective qu'objective. Son œuvre s'avère donc moins disparate qu'il n'y paraît de prime abord. Et l'on comprend mieux pourquoi l'artiste exige des commissaires d'exposition l'accrochage concomitant des toiles figuratives et des abstraites.